Eh bien bonjour et bienvenue chers amis une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation. L'évolution de l'humanité se dirige vers un point précis selon moi. Et ce point, c'est son ultime perfection. Nous construisons la perfection ultime de l'humanité. Alors cette perfection ultime, c'est tout ce qu'on peut imaginer d'un monde paradisiaque. La paix universelle, la fraternité absolue, un état d'amour entre les individus, l'homme qui n'est plus un loup pour l'homme, donc qui a résolu tous ces problèmes pathologiques, des problèmes pathologiques inhérents à la transformation d'un primate naturel en un humain abouti. Dans cette transformation, il faut contenir des pulsions qui étaient libres lorsque nous étions des primates naturels. Et donc, il faut s'interdire des choses que le primate ne s'interdisait pas, que nos cousins chimpanzés, par exemple, ne s'interdisent pas. Lorsque le dominant veut un objet qui est utilisé par un subalterne, il peut lui prendre sans rien dire. Nous, l'humanité a mis des interdits. Voilà, le vol, c'est interdit, etc. S'affirmer aux dépens de ses congénères, c'est quelque chose qui est condamné. Alors, évidemment, on n'a pas encore réussi à faire de l'homme un saint, mais en réalité, c'est ce que nous cherchons à réaliser. Le fait de contenir de plus en plus l'homme, on le voit, beaucoup d'inventions sont destinées à ça. Les caméras de surveillance, c'est indirectement pour neutraliser la capacité d'abuser de ses congénères. Et le développement des interdits, des lois, le code pénal qui ne cesse d'évoluer, etc. Tout ça joue sur cette capacité à abuser de nos concitoyens. Et donc on parviendra à un certain moment à avoir complètement anéanti cette capacité. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, évidemment, mais l'humanité, elle a le temps. Même s'il faut 2, 3, 4, 5, 10 siècles, peu importe, l'humanité, elle est sur cette voie, et selon moi, elle ne peut pas sortir de ses rails pour aller, avant d'arriver à cet état d'ultime perfection. Bon, après, on ne sait pas comment l'avenir se décidera, peut-être d'une autre manière, mais dans l'état actuel de cette évolution, en l'analysant le plus pointu possible, eh bien, selon moi, c'est la destinée irrépressible de l'humanité. Voilà, alors, je vais reprendre l'écoute d'une émission de France Culture qui s'appelait Entendez-vous l'écho. Donc l'épisode 3 consacré à la Silicon Valley, la tentation libertarienne. C'est une réflexion sur le libertarisme. Et j'utilise ces émissions pour essayer de préciser ma théorie, en fait. C'est plus un alibi, c'est pas, je suis pas un universitaire, c'est pas un cours sur le libertarisme, mes connaissances sont trop réduites, c'est juste une sorte d'appui pour pouvoir préciser ma théorie. Donc je lance, j'écoute et puis je fais des digressions, je commente, etc. Allons-y. Certaines grandes figures de la tech, on l'a dit, sont proches du mouvement libertarien, et c'est par la tech, en l'occurrence le numérique, que se propagent ces idées. Internet leur a donné une grande visibilité, Cyril Edouin. Alors, donc là, on est devant l'idée que
le libertarisme est plus ou moins véhiculé, plus ou moins à le vent en poupe, parce que la Silicon Valley, tous ce grand mouvement de technologie, des nouvelles technologies, serait vraiment plutôt de ce côté-là, de cette idéologie-là, avec Elon Musk, etc. Et donc, apparemment, maintenant, ils arrivent à un niveau politique. Donc, le libertarisme, qui était quelque chose d'extrêmement marginal il y a quelques décennies, c'était quelques pourcentages à peine dans le système politique aux États-Unis, là, est en train d'être soutenu, sponsorisé par ces milliardaires de la tech. Simplement, si le libertarisme a des idées, a des valeurs intéressantes, et certainement qui correspondent un petit peu à ce que sera l'État dans quelques siècles, quand l'humanité aura maîtrisé suffisamment les pulsions humaines, alors oui, le libertarisme s'appliquera. La liberté absolue, il n'y a aucun problème, elle est très intéressante, sauf que il faut que l'homme soit déjà devenu quasiment un agneau pour l'homme, et non pas un loup pour l'homme, parce que tant qu'il a l'état d'esprit actuel, eh bien, donner la liberté à des individus, à des individus ordinaires qui ne sont pas des saints, c'est un danger absolu. Et on s'en rend bien compte là avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis, avec l'arrivée de Trump et d'Elon Musk dans son sillage. On voit bien à quel point il y a un problème, quoi. Ils parlent de la liberté, mais ils utilisent surtout la leur de liberté. La liberté de l'opposition, elle est balayée simplement parce que c'est la liberté des milliardaires. Et donc, il n'y a plus de liberté réelle. C'est celui qui a le plus d'argent qui a le plus de liberté, et donc ça peut plus fonctionner. C'est quelque chose qui n'y a plus d'égalité. Et c'est pas pour rien que la démocratie est arrivée. L'idée démocratique, normalement, tous les concurrents sont à égalité. C'est pas l'argent qui est roi et qui fait une élection. Et ça, les États-Unis ont complètement perverti le système de la démocratie avec en ne mettant pas des barrières, un système qui permettrait que chaque candidat qui vient a la même égalité de chance. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'aristocratie dans cette façon de pratiquer actuellement. Ça a rien à voir avec le libertarisme fondamental. Oui, alors ça c'est une caractéristique, je pense, de la pensée libertarienne. Alors, encore une fois, je pense qu'on n'en a pas du tout une idée en France, parce que c'est vraiment une idéologie très américaine aujourd'hui, le libertarisme. Mais l'émergence d'Internet, et en particulier des blogs, notamment au début des années 2000, a donné un coup de boost énorme à ces idées-là dans leur diffusion. Pour vous donner quelques exemples, ou un exemple en particulier, donc au début des années 2000, quand les blogs ont commencé à se populariser, notamment chez les universitaires, vous avez beaucoup d'économistes aux États-Unis et en France, par exemple, qui ont créé leur blog. Et il se trouve que l'un des tout premiers à avoir été créé, qui a eu une audience et qui existe toujours, c'est un blog tenu par deux économistes de la George Mason University, qui est l'université qui regroupe en fait tous les penseurs libertariens, et notamment tous les économistes libertariens américains, quasiment. Et ils ont créé leur blog en 2003, qui s'appelle Marginal Revolution. Et le blog existe toujours. Et ils ont fêté leurs 20 ans. Et c'est un blog qui a des millions de lecteurs et qui a une vraie influence. Par exemple, ça s'est très
Enfin, ça s'est vraiment concrétisé lors de la crise financière de 2008, où les débats au Congrès reprenaient en fait des discussions qui avaient lieu sur les blogs d'économistes américains, et en particulier Marginal Revolution. Alors évidemment, ils poussaient pour des idées et des préconisations qui allaient dans un sens plutôt libertarien, avec une méfiance vis-à-vis de l'intervention de la Fed, par exemple, ce genre de choses. Donc les blogs, en fait, ont été très vite investis par les penseurs libertariens, et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation sur les réseaux sociaux, je pense, de l'idéologie libertarienne, qui peut donner l'impression parfois que son poids est beaucoup plus important que ce qu'il est en réalité. Encore une fois, un poids qui est quand même assez mineur, on va dire, dans l'ensemble. Parmi les... Mais il est mineur sans l'être, parce qu'ils ont accès aux médias, et on voit à quel point ceux qui ont accès aux médias ont accès à l'esprit de l'humanité, tout simplement. En Occident, c'est le cas. Bon, peut-être que dans les pays africains, les médias sont pas impactés de la même manière, et les gens n'ont pas la même attache aux médias. Ils ont plus de liberté d'esprit. L'esprit est plus proche de la vie, et moins vissé au système médiatique ordinaire, hein, le système médiatique classique. Ici, par exemple, en France, tous les grands médias, la grande partie des médias d'influence appartiennent à des oligarques, donc au patronat en réalité. Donc c'est hallucinant quand on y réfléchit, que les médias puissent appartenir au patronat. Évidemment que l'idéologie qui en découle, et qui maintenant irrigue la plupart des esprits simples qui se nourrissent qu'à ces informations, il parle, l'ouvrier de base parle comme les oligarques, quoi. Il a les mêmes valeurs que les oligarques. C'est hallucinant. C'est dingue. Il y a même pas. Donc, ils arrivent à faire adopter des idées au peuple contre son propre intérêt. Et on voit l'impact, il est inouï l'impact, parce que il n'y a pas plus de violence qu'avant, et pourtant le sentiment de danger, il est devenu inouï. Et ce sentiment de danger, il est juste produit par les médias. Donc il y a un problème avec ça, et ça va très vite, hein, et on voit à quel point ils arrivent à inverser un psychisme, à bouleverser complètement le psychisme d'un groupe humain, quoi. Voilà, ils ont réussi à nous balancer dans le système de la mode, alors qu'on sortait d'un mouvement hippie où le consumérisme était vraiment repoussé. À partir des années 80, quand justement l'oligarchie a commencé à prendre les médias, ils en ont fait une sorte de magasin, de vitrine de magasin, et on est devenu accro à la mode. À chaque saison, il fallait changer d'habits, il fallait il y avait une nouvelle mode qui était là. Enfin, on est rentré dans un consumérisme absolu. Donc ils ont vraiment les moyens de modifier le psychisme de l'humanité. Alors, ce qui est bien comme idée, c'est que, comme expérience, c'est que ils peuvent le faire pour le mal, mais ils peuvent le faire pour le bien. Ils peuvent le faire pour des valeurs. Voilà, ils peuvent. On sait maintenant qu'on peut vraiment influencer l'humanité. Aussi, on pourrait le faire du côté positif, c'est-à-dire du côté de l'altruisme, de la générosité, de la bienveillance, de l'amour du prochain, etc. Voilà, de l'antiracisme. On peut très bien le faire. Voilà. Alors pour l'instant, c'est pas ce qui se passe, parce que l'humanité a d'autres priorités, et ce qu'on ignore, hein, parce qu'il y a
si c'est ce qui s'impose, c'est que c'est ce qui doit s'imposer. On le comprend après, pourquoi il a fallu passer par telle épreuve pour grandir, pour que l'humanité grandisse. C'est malheureusement figures qui ont contribué à vulgariser les idées libertariennes. Il y a un écrivain, Alvin Toffler. Écoutez ce qu'il déclarait dans une archive de Radio-Canada de 1973. Je suis convaincu que ce que nous voyons maintenant est l'écroulement du système industriel et que nous ne passons pas vers un monde qui pousse à la production plus massive, à plus de bureaucratie, à un engagement plus simpliste, plus monolithique vis-à-vis de valeurs matérialistes, mais au contraire que nous passons à un bond radical, dialectique, si vous voulez utiliser ce terme, un bond dialectique donc vers une société nouvelle qui, d'une part, nous ramène mais à un niveau plus élevé, à un niveau technologique. Donc, à mon avis, nous passons maintenant vers une société révolutionnaire qui fera paraître la société industrielle primitive et qui pourtant aura certaines des caractéristiques de la civilisation pré-industrielle sans en avoir en même temps les caractères pré-technologiques. Ce sera un pré-industrialisme très technologique. Voilà, c'était donc Alvin Toffler qui va populariser les idées d'un sociologue, Daniel Bell, sociologue américain qui établit le concept de société post-industrielle. C'est cette idée que la révolution technologique doit permettre de donner un nouveau souffle au capitalisme. C'est donc ainsi dans les années 70, Cyril Edouin, que naît le solutionnisme technologique. Oui, probablement. Et d'ailleurs, bon, c'est aussi concomitant à la prise de conscience aussi justement des problèmes peut-être environnementaux et des limites de la croissance humaine. Donc je pense qu'à partir des années 70, il y a deux camps qui commencent à émerger. Vous avez donc d'un côté le camp des personnes qui pointent les limites de la croissance, notamment parce qu'il y a des contraintes environnementales qu'on ne va pas pouvoir dépasser, et de l'autre effectivement la réponse technologique qui consiste à penser que le progrès technique finalement peut dépasser toute forme n'a pas de limite en fait, et peut nous permettre de dépasser les limites, les contraintes naturelles qui s'imposent à nous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans le manifeste de Marc Andreessen, justement, qui est une forme d'actualisation finalement de ces idées-là, qui est que la croissance n'a pas de limite. Très concrètement, c'est clairement dit, pour eux, la croissance n'a pas de limite parce que finalement, la technologie permet d'augmenter toujours la productivité, de réduire du coup les besoins en termes de ressources naturelles et de matières premières, et que donc il n'y a pas à l'horizon, en tout cas à un horizon humain, il n'y a pas de limite. Donc ça. Alors c'est là où c'est vraiment c'est intéressant parce que la croissance, c'est une vision. On pourrait dire moyen-termiste, mais une vision à long terme nous oblige à comprendre que la croissance, elle a des limites et que c'est pas le but de l'humanité. Il y a un moment où ce qui est étonnant, c'est que lorsque je parle de ce paradis que nous sommes en train de construire, eh bien, il correspond à l'inverse de la croissance, c'est-à-dire, mais pas une régression de croissance qui nous ramènerait à l'état primate, d'une certaine manière, mais qui nous ramènerait au strict nécessaire. Parce que l'humanité finira par comprendre que le bonheur, c'est pas le plaisir. Et que le bonheur est au-dessus du plaisir, que la sensation que procure le bonheur est plus importante que la sensation que procure le plaisir. Tout simplement parce que le sommet du bonheur, c'est l'extase. Et l'extase, il n'y a pas d'équivalent au niveau du plaisir. Dans le plaisir, on touche parfois l'extase. Par exemple, dans la sexualité, l'orgasme, c'est un instant bref d'extase. Mais c'est extrêmement bref. Par contre, l'extase spirituelle, l'extase ordinaire, l'extase sans produit, sans effet extérieur, qui découle du bonheur, qui découle de la joie,
eh bien, elle peut durer, elle dure, quoi. C'est quelque chose qui, moi, dans mon cas, par exemple, c'est venu accidentellement, et ça a duré une semaine. J'ai eu une semaine d'extase. Eh ben, on peut vivre un temps indéfini de l'extase. Je pense que c'est le cas de certains sages qui atteignent, Bouddha atteint cet état-là. Et c'est un état sur lequel apparemment il va rester. Ou au moins un peu similaire. Bon. Bref. Alors je ne sais pas si l'extase, ça peut être quelque chose qui est à vie, si on peut vivre à vie l'extase. J'ai le sentiment qu'il faut sortir, qu'il faut être dans l'extase, en sortir, d'après les expériences qui ont été faites au 19e siècle, qui ont été relatées sur les extatiques par certains psychologues. Ils avaient des moments d'extase qui pouvaient durer des semaines, mais voilà, où ils en sortaient, etc., etc. Et donc, ce niveau de bonheur, il est au-dessus du plaisir. Et donc, on va arriver à de la simplicité, parce que le bonheur va avec la simplicité. Et on voit bien que c'est que des soucis, en fait, d'avoir cette profusion de choses. Quand on a une voiture, c'est un souci. Il faut gérer tout un tas de choses. Quand on a une maison, quand c'est à nous, quand c'est notre possession, il faut faire attention à telle et telle chose, il faut l'entretenir, c'est une vie de soucis en réalité. Quand il y a du travail, quand il faut aller au travail, c'est le souci qui est là. En fait, on est dans un monde de soucis qui est l'opposé du monde du bonheur, de la contemplation. Donc, pour atteindre l'état de contemplation, il faut avoir finalisé l'humanité, que l'humanité soit techniquement aboutie, finie, et de façon à ce qu'on n'ait pas à l'entretenir, à ce que ça nous prenne la tête. Alors évidemment que si c'est des immeubles de 100 étages ou de 1000 étages, s'il y a des technologies inouïes où il faut des spécialistes pour aller, ça pourra pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une partie de l'humanité qui sera les esclaves de la technologie en réalité. Et donc, c'est clair que, à mon sens, l'humanité va ramener l'humanité au strict minimum. Il y aura de quoi loger tous les êtres humains et ça sera gratuit. C'est-à-dire que partout où on arrivera, on trouvera le gîte, le couvert, il y aura peut-être à participer pour que les choses se produisent, qu'on puisse jardiner, faire, je ne sais pas moi comment ça peut éventuellement se passer. Mais voilà, c'est de quoi pouvoir se nourrir, de quoi entretenir l'humanité. Mais le but de l'humanité à ce moment-là, ça sera d'aller à la rencontre les uns des autres, de s'aimer. Ça sera l'amour, ça sera la fraternité, ça sera l'amour, ça sera la contemplation de cette planète qui est un paradis, de ce paradis. Ça sera la vie dans ce paradis, une vie vraiment peut-être comme l'ont imaginé les religions. Voilà. Ça répond en fait finalement à cette idée qu'on trouvait dès les années 70, qui est que la technologie va transformer la société, effectivement. Vous rappeliez que Marc Andreessen citait dans son manifeste von Mises, Friedman, Ayn Rand, des grandes figures de la pensée libertarienne, mais il y a parfois un fossé entre ces idées libertariennes et l'appropriation qui en est faite par les patrons de la tech, Cyril Edouin. Alors oui, à mon sens, oui. Bon, très clairement oui, pour des raisons multiples, mais tout d'abord ne serait-ce que parce que des grands patrons de la tech, même s'ils adhèrent de manière générale aux idées libertariennes, ils sont aussi très pragmatiques. Et il est évident que le développement de la Silicon Valley ne s'est pas fait sans l'intervention des autorités publiques aux États-Unis. Bien au contraire, ça a été largement impulsé par
par des investissements publics et par des politiques publiques. Alors que les libertariens prônaient le fait qu'il n'y ait pas d'État. Et donc c'est complètement aberrant, quoi, parce que on voit bien que là c'est l'État qui prédomine, que c'est la Silicon Valley, sa philosophie elle est universaliste, mais en réalité dans la forme, elle est hyper nationaliste. Ils sont pro-américains, ils sont d'accord avec America First, il y a quelque chose qui est une dichotomie entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils... Silicon Valley est pas complètement indépendante des autorités publiques, que ce soit d'un point de vue financier, mais surtout d'un point de vue réglementaire. C'est que on parlait donc tout à l'heure de la maîtrise, de la régulation des développements technologiques comme l'intelligence artificielle. Je pense pas qu'il y ait un grand patron qui très sérieusement pense qu'on peut aujourd'hui, dans le monde actuel, faire absolument sans les pouvoirs publics, sans l'intervention par le biais de la loi, par exemple, ou d'autres formes d'intervention. Donc, le pragmatisme les rattrape quand même. Il y a des ambivalences, effectivement, du côté des patrons de la tech libertariens. On a rétabli la connexion avec vous, Nikos Smirneos. On a commencé à parler de cette idéologie de la Silicon Valley. En quoi le libertarianisme en est-il, selon vous, une composante importante, Nikos Smirneos? Désolé, je ratais le début de la discussion, donc j'espère ne pas être trop à côté de la plaque. Effectivement, l'idéologie de la Silicon Valley, c'est un mélange assez extraordinaire, assez bizarre d'ailleurs, entre l'esprit libertaire des hippies avec les ailes d'entrepreneurs des yuppies. Elle contient une revendication de la liberté, de l'autonomie, de l'authenticité. Il faut nous expliquer qui sont les yuppies, Nikos Smirneos. Les yuppies, c'est les gens de la Wall Street, on va dire, les financiers, les traders. Donc c'est toute l'idéologie néolibérale de libéralisation de la finance dans les années 80. Et en fait, à l'origine de l'Internet, vous avez beaucoup de personnes qui venaient du mouvement hippie. Donc ils avaient déjà, disons, un positionnement libertaire. Mais ces gens-là ont déchanté à la fin des années 70, puisqu'ils ont constaté que l'utopie qui voulait installer dans le vrai monde ne marchait pas. Et donc ils ont imaginé, des gens comme Stuart Brand, qui était un ancien hippie, ils ont imaginé qu'ils pourraient créer une utopie autogérée, libertaire, à travers les communautés virtuelles sur Internet. Donc c'est pour ça qu'ils ont investi ces technologies. Mais ça s'est passé dans les années 80. Dans les années 80, on a les triomphes du néolibéralisme, donc cette idéologie de la dérégulation. Et donc on a une combinaison de ces deux sources, on va dire, idéologiques, qui va produire une génération d'intellectuels libéraux et technophiles, qu'on appelait à l'époque les Digerati, donc ils vont être fédérés autour du magazine Wired, qui a été fondé par Stuart Brand, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi par Nicolas Negroponte. C'est vraiment intéressant, parce que le néolibéralisme, c'est... Alors, c'est peut-être, il va falloir creuser ce que les libertariens actuels veulent véritablement. Parce que le néolibéralisme, c'était la dérégulation. Et est-ce que cette dérégulation, elle est encore... Est-ce que c'est un néolibéralisme libertarien qu'ils veulent, qu'ils prônent, ou qu'ils peuvent mettre en place parce qu'ils peuvent pas mettre en place un libertarisme absolu? Voilà le problème. En tout cas, la dérégulation, on a vu le drame que ça engendre, quoi. Alors même si ça a eu des répercussions positives sur certains continents pour pour sortir de la pauvreté un nombre considérable d'humains, mais on voit à quel point c'est pas viable, quoi. C'est vraiment ça rend fou. Voilà, si la planète est en dépression, c'est à cause de ça, en mon sens. Un professeur de l'MIT. Et donc c'est ce magazine-là qui va faire dans les années 90 la promotion d'une vision libertarienne, on va dire, de l'Internet, avec également des personnages très importants comme John Perry Barlow, qui a signé en 1996 un texte important qui s'appelle la Déclaration d'indépendance du cyberespace, dans lesquels, en faisant des références aux pères fondateurs de la démocratie américaine,
il s'opposait à la régulation de l'Internet, notamment au Telecommunication Act, qui était en cours de vote à l'époque aux États-Unis, et il caractérisait le cyberespace comme un espace en contraste avec le vieux monde, un espace où les internautes seraient eux-mêmes leurs propres gouvernants, et où cet espace immatériel serait l'espace où triompherait la liberté, l'aautorégulation. Et donc, il faudrait que cet espace ne soit pas soumis à la loi, et donc, par extension, à la loi, à la démocratie, finalement, au processus démocratique, la définition de la loi. C'est donc un nouveau... Alors, c'est là où c'est quand même... Je vais arrêter là sur cette... bon, on va aller juste... Le clivage qui apparaît, ce n'est plus un clivage droite-gauche, mais un clivage entre, d'un côté, les entrepreneurs et de l'autre, l'État et les institutions. Oui, mais sauf que le peuple, si le clivage il est entre les entrepreneurs et l'État, où est le peuple, où est cette liberté dont il parle, où chaque internaute serait le maître de lui-même et le maître de sa vie, et puis qu'il aurait la même égalité entre tous les citoyens. Voilà, ça marche pas. On voit bien que les algorithmes écartent qui ils veulent, font ce qu'ils veulent, mettent en avant qui ils veulent. Donc on est devant quelque chose d'extrêmement pervers au final. Y a pas, ça ne ressemble à rien de tout ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les idées les plus sombres et les plus noires ont plus d'écoute que les idées généreuses, les idées altruistes, les idées, voilà, elles sont moins en vue sur Internet que les idées négatives. Et là, alors que l'humanité, sa nature est plutôt positive au final. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.